On voit bien en tout cas que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, dont on dit régulièrement qu'elle pourrait prendre fin, pour l'instant est loin d'être finie. On va voir justement comment un pays en Europe se réarme énormément, à savoir la Pologne. Vous allez voir des images qui ont été tournées le long de la frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Les travaux du bouclier oriental ont commencé. Voilà un pays qui est prêt à se défendre en cas d'attaque. Ce dispositif, donc avec des barbelés, justement, des plots de béton, différentes façons de protéger cette frontière. Ce dispositif s'étend sur 700 km. Il devrait coûter 2 milliards d'euros depuis l'invasion de l'Ukraine. Eh bien, la Pologne se réarme à grande échelle. Elle a commandé à la Corée du Sud 1 millier de véhicules de combat, des obusiers, des lance-roquettes, en plus des autres armes commandées justement aux Américains. Mais est-elle à la hauteur de ses ambitions? Justement, vous allez nous répondre, Aurélien Duchesne, puisque vous connaissez très bien le pays, vous y alliez régulièrement. Et justement, vous avez écrit une note passionnante pour votre think tank Eurocréatif qui sera publiée le 13 janvier, que vous dévoilez d'ailleurs en exclusivité sur ce plateau, où vous revenez sur cet objectif qui a été annoncé par le gouvernement polonais, à savoir de monter le budget de la défense à 5% du PIB du pays. Pour vous, est-ce que 5% du PIB consacré à des dépenses militaires, c'est réaliste ? Alors, ils vont y être pour l'an prochain. On sera très précisément à 4,7% du PIB alloué à la défense en 2025. Par comparaison, la France, qui n'a évidemment pas de budget à proprement parler à l'instant T, atteint péniblement l'effort de 2% du PIB, qui est le minimum requis pour les membres de l'OTAN. La question, c'est est-ce que ces 5% du PIB alloué à la défense pour la Pologne sera... Est-ce qu'ils pourront tenir cet effort dans la durée ? La Pologne est aujourd'hui le pays de l'OTAN qui consacre proportionnellement le plus pour sa défense, devant les États-Unis. Et la Pologne, surtout, a un consensus absolu dans l'idée que la menace russe est existentielle. Quand vous discutez avec des experts polonais, eux prennent très au sérieux l'idée que dans les 3, 5 à 10 ans au maximum, les Russes veuillent tester directement l'article 5, la base de l'OTAN, que la Russie soit prête à un conflit direct contre la Pologne. La logique de la Pologne est double. Dans le scénario du pire, être capable de faire face et au mieux dissuader la Russie en bâtissant une armée suffisamment puissante pour dissuader toute attaque. Et c'est pour ça que je pense, pour terminer là-dessus, que autant on peut douter de la faisabilité dans la durée de toutes les ambitions polonaises, là encore des experts avec qui j'ai échangé se demandent s'ils pourront avoir les 1400 chars de combat qu'ils ont commandés, 7 fois plus que la France en comparaison. Mais quand bien même la Pologne ferait la moitié seulement de ses ambitions, elle serait d'ici 10 ans la première armée d'Europe en termes d'hommes et en termes d'équipement. Bon, alors c'est vrai, quand on revoit la carte de la Pologne, effectivement, on voit bien que selon sa situation géographique et sa proximité avec l'Ukraine, eh bien, on comprend mieux le soutien massif à Kiev et ce réarmement à grande échelle. Il faut se souvenir aussi que ce pays a disparu 2 fois au cours du dernier siècle, notamment à la fin du XVIIIe siècle, partagé entre les grands empires, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, justement, on se souvient que l'Allemagne nazie, justement, s'était partagée la Pologne. C'est pour ça, le général Chauvency, que la Pologne a raison de se protéger. Elle tient à préserver sa souveraineté territoriale. L'histoire polonaise montre qu'elle a toujours été victime de ses voisins. D'ailleurs, que ce soit des Autrichiens, des Russes. Donc, effectivement, son histoire parle pour elle, finalement, et le peuple polonais a suffisamment souffert. Rappelons-nous Katyn, quand même, le massacre d'une dizaine de milliers d'officiers par les Soviétiques, ne l'oublions pas, qu'on a eu beaucoup de mal à faire reconnaître, d'ailleurs. Et ça a parfaitement, je dirais, imprégné, l'histoire polonaise. Maintenant, sur la réalité de la menace, il est certain qu'aujourd'hui, la menace est d'abord se protéger. Il faut se protéger contre cette menace. Et ça, pardon, moi je vous coupe, mais oui. Ces images qu'on voit là, justement, ce bouclier oriental, il peut aider vraiment à empêcher une invasion ? Alors, on voit ce qui était prononcé, ce qui était énoncé du côté polonais, faire une ligne de front de 700 km avec les terrains praticables pour l'ennemi, ceux qui ne sont pas praticables, ceux qui pourraient l'être, avec effectivement des zones interdites. Mais rappelez-vous la ligne Maginot, ça n'a pas été un succès, même si elle n'a pas été prise. Mais elle a été contournée. Donc, voilà. Mais maintenant, psychologiquement, c'est nécessaire. Maintenant, pour revenir à l'histoire du budget, certes, 4 à 5% du budget consacré à la défense, mais ça représente en gros 25 milliards d'euros. Nous, on en met 50. Ils seront à 43 milliards d'euros l'an prochain. C'est le double de 25. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent au double, surtout que Tusk vient de remettre en cause justement les objectifs. Et quand on voit tout ce qu'il faut acheter comme matériel, avec une armée, revenons aussi aux chiffres, une armée polonaise qui fait moins de 110 000 hommes, dont 67 000 à 70 000, ah si, c'est les chiffres du Military Balance. Non.
Alors, vous avez les paramilitaires. Vous prenez Military Balance, qui sont des chiffres officiels publiés chaque année. Et là, vous avez l'armée de terre qui fait en gros 70 000 hommes. Donc, nous avons 110 000 hommes pour les armées. Il va falloir embaucher jusqu'à 300 000 avec une déflation d'effectifs de plus de 10 000 personnels par an. Ce qui veut dire qu'à terme, il faudra payer beaucoup plus les soldats polonais. Il faudra donc augmenter le budget dans le terme de la ressource. Il va falloir payer tout ce qui a été commandé. Les HIMARS ont été commandés plus que ce que possède l'armée américaine. Donc quand on va au bilan, oui, il y a des annonces. Il y a Tusk qui vient d'arriver aux affaires, donc qui avait lancé déjà une réforme de l'armée polonaise. On va voir effectivement la remise en cause progressive. Et puis, qui va payer tout cela? Est-ce que le budget polonais est capable de payer ces investissements dans l'armement? Alors, votre réponse, Aurélien Duchette. Vous parlez aussi justement de la natalité qui est en panne justement en Pologne, qui ne va pas arranger non plus les affaires de la défense. Oui, un des éléments clés du débat en Pologne, dans la soutenabilité de ses ambitions militaires, c'est le fait qu'aujourd'hui, la Pologne, dans l'absolu, peut se payer cet effort de défense record. Ils ont une dette qui représente à peu près, relativement à leur richesse nationale, presque 2 à 3 fois moins que c'est le cas pour la dette française. Ils ont l'économie qui est depuis 30 ans en moyenne la plus dynamique d'Europe. Donc dans les 10 ans qui viennent, la Pologne peut s'assurer un effort de défense qui serait le plus élevé de l'Europe et de l'OTAN, là encore en proportion. Cela dit, évidemment, si on creuse beaucoup plus, la situation démographique du pays, par exemple, va compliquer les choses, y compris en termes d'effectifs. Mais sur les effectifs, justement, pour répondre là-dessus, la Pologne est aujourd'hui, si on prend des statistiques, OTAN aussi, désormais la 3e armée de l'OTAN, derrière les États-Unis et la Turquie en termes d'effectifs. Ils sont à 216 000 hommes sous les drapeaux, ce sont les chiffres OTAN repris par le ministère polonais, pour en avoir parlé la semaine dernière à Varsovie. Et la Pologne a pour l'instant rempli 95% de ses objectifs de recrutement. Vraiment, pour terminer dessus, ça fait 10 ans qu'on dit à chaque fois les Polonais exagèrent la menace russe, ils disent que la Russie va envahir l'Ukraine, on les a pas pris au sérieux, ils ont eu raison. Ça fait 10 ans qu'on les sous-estime dans leur effort de défense, ils ont rempli tous les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Je ne pense pas qu'il faut continuer à les sous-estimer pour les années qui viennent. En tout cas, effectivement, pour avoir une armée, il faut avoir des soldats et le gouvernement polonais recrute à tout va. Vous allez voir le reportage d'Esther Lefebvre, qui est grande reporter à TF1, qui s'est rendue en Pologne où, il faut le dire, les volontaires affluent. Quart de tour à droite. Garde à vous. Marche. La tenue n'est pas encore complète et les gestes un peu confus. C'est seulement leur 3e jour de service militaire volontaire. En majorité, ce sont des femmes. Au bout d'un mois, il faudra choisir de s'engager ou non. Le but, c'est de former un maximum de personnes. Même si tous les volontaires ne veulent pas rester dans l'armée, ils deviendront réservistes. Des réservistes capables de manier ces fusils d'assaut, comme Violetta. C'est pas totalement entré. C'est plutôt comme ça. Je tiens pour la première fois ce genre d'arme. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Pour Ania, la décision est prise. Cette commerciale s'engagera dans l'armée. Je veux pouvoir défendre la patrie en cas d'attaque. Mais surtout des armes aussi. Bon, on verra en tout cas s'ils arrivent à cet objectif de 300 000 hommes d'ici 2030. Mais il y a quand même un certain patriotisme, quand même, notamment chez les femmes, qu'il y a moins en France, par exemple, le général. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je pense que quand on a un ennemi identifié à ses frontières, on est beaucoup plus motivé pour prendre en compte ce qui se passe. Ensuite, il y a un discours politique que depuis des années avant Tusk, avec Tusk aujourd'hui, c'est se dire les Russes sont à notre porte. Et puis, si on reprend aussi l'histoire, il y a une certaine symbiose entre l'Ukraine et la Pologne, pas toujours heureuse d'ailleurs, puisqu'à une époque, finalement, l'Ukraine était sous la domination polono-lituanienne, ne l'oublions pas, pendant pas mal de siècles. Donc il y a aussi une osmose entre les peuples, mais des oppositions aussi récentes d'ailleurs. Et puis n'oublions pas maintenant que la Pologne a beaucoup approvisionné en armes l'Ukraine, notamment en avions de chasse, en blindés type soviétique T-72. Donc la Pologne est motivée. Alors maintenant, le patriotisme, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas une éducation au patriotisme, et si vous n'avez pas un ennemi à vos frontières, il s'abaisse. Et surtout quand vous avez pris l'habitude de privilégier finalement une certaine qualité de la vie. Qui dit patriotisme veut dire aussi qu'un jour ou l'autre, vous devez être capable de verser votre sang pour votre pays. Si c'est une éducation qui n'existe pas, vous aurez effectivement des gens qui n'iront pas. Et puis on dira, pourquoi on a créé l'armée de métier ? C'est bien à cause de ça.
c'est qu'il y avait un délitement de l'esprit de défense de ce côté-là. L'armée de métier sert à dire, oui, l'armée de métier va résoudre tous nos problèmes en cas de conflit. L'Ukraine nous apprend que justement, l'armée de métier ne suffit pas. Au bout d'un moment, l'armée de métier est laminée. Il faut faire appel à la mobilisation d'une part et à la conscription d'autre part. Ce sont des vrais projets, des sujets de société. Effectivement, la Pologne montre qu'elle est prête mais parce qu'elle est à la frontière. Nous, c'est vrai, on est un peu plus timide sur la question, on est un peu plus éloigné, et on se dit finalement, entre nous, il y aura les Polonais, il y aura les Allemands, on est un peu tranquille. Non, moi, je suis assez fasciné là, par les images et par le reportage de Esther Lefebvre, avec effectivement cette exaltation de ce que peut être le patriotisme, avec cette idée qu'effectivement, qui veut la paix prépare la guerre. C'est exactement ce que ce reportage est en train de nous montrer. Je suis fasciné également parce que les cartes que vous nous avez montrées, parce que c'est ça la géopolitique. On voit la Pologne, elle est frontalière de la Biélorussie, elle est frontalière de Kaliningrad et elle est frontalière de l'Ukraine. Et la question que je voudrais vous poser à l'un et l'autre, peut-être pour vous mettre d'accord, est-ce que pour ce qui concerne l'Ukraine et ce mur qui est en train d'être édifié, ces dents du diable qu'on met tout au long de la frontière, c'est le signe que dans l'esprit des Polonais, en réalité, l'Ukraine, elle va tomber? Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que le Talsach Vodnia, c'est-à-dire ce bouclier oriental avec des dents de dragon, des chevaux de frise, donc pour se préparer à une invasion, il le renforçait déjà depuis 2015 au niveau de ce qu'on appelle le corridor de Suwałki. Donc c'est la seule frontière entre la Pologne et les pays baltes, la seule jonction entre les pays baltes et le reste de l'OTAN. Les Polonais commençaient déjà à bétonner cette région dans l'idée que c'était là que les Russes pourraient, par exemple, scénario du pire, tenter un test contre l'OTAN. Mais le fait qu'ils commencent aussi à fortifier du côté de l'Ukraine, du côté de là où transitent d'ailleurs toutes les armes livrées par les puissances occidentales soutenant l'Ukraine, c'est aussi une préparation à l'idée que oui, l'Ukraine peut tomber. Évidemment, ce n'est pas le scénario qu'ils privilégient, et c'est pour ça qu'ils veulent aider l'Ukraine dans la durée, mais ils s'y préparent. En tout cas, on entend bien dans les mots de Donald Tusk, que je vous propose de réécouter, qui a pris la parole le mois dernier, justement, qu'il y a une forme de menace existentielle. C'est-à-dire qu'il parle d'une menace jamais vue depuis 1945. Écoutez. Tout ce que nous faisons ici, et nous le ferons également à la frontière avec le Bélarus et l'Ukraine, a pour but de dissuader et de décourager un éventuel agresseur. Il s'agit donc réellement d'un investissement dans la paix. Il s'agit du plus grand projet de ce type dans l'histoire de l'Europe après 1945. L'ensemble du bouclier oriental sera un projet sans précédent. Alors, on entend bien un projet sans précédent, important pour la paix. Et dans la note que vous avez donc rédigée pour votre think tank Eurocréative, vous listez la longue liste justement des armes commandées par la Pologne. Il y a la Corée du Sud, il y a les États-Unis, mais pas beaucoup de commandes à l'Europe. Est-ce que finalement la Pologne ne fait pas un peu cavalier seul dans sa souveraineté militaire ? Alors il y a un peu de cela. C'est vrai que les commandes qui ont été passées par le gouvernement précédent, donc lui de droite nationaliste, le gouvernement de Mateusz Morawiecki, lui, il y avait clairement un agenda idéologique qui était de considérer que les États-Unis étaient le pourvoyeur de sécurité, qu'il valait mieux viser des partenaires extra-européens comme la Corée du Sud. Mais désormais, avec le nouveau gouvernement de Donald Tusk, qui lui est une majorité centriste pro-européenne, il y a l'idée désormais qu'on peut un petit peu plus s'ouvrir à des partenariats avec la France et l'Allemagne. Une experte avec qui j'échangeais, par exemple, m'expliquait qu'en Pologne, on commence à reconsidérer potentiellement à la baisse les acquisitions massives auprès des États-Unis pour favoriser potentiellement des solutions avec les Français, les Allemands ou les Italiens. Et pour terminer sur les commandes massives d'équipements, les équipements auprès de la Corée du Sud, par exemple, ce qui a prévalu, c'était un pur pragmatisme, c'est-à-dire que les Polonais se disent on a besoin d'un minima 1000 chars d'assaut. Il y a un seul pays en Europe qui produit des chars, c'est l'Allemagne. Ils n'en produisent pas assez. La Corée du Sud peut nous en sortir 1000 en moins de 10 ans. Mais est-ce que justement, et c'est intéressant ce que vous dites dans votre note, c'est est-ce que la Pologne n'est pas le seul homme fort finalement de l'Europe sur ces questions-là? Parce que vous l'avez dit, quand on parle, nous en France et en Allemagne, depuis des années d'une Europe de la défense, de la nécessité de se muscler, de construire ensemble, etc. On voit par exemple que le fameux hélicoptère du futur ou l'avion du futur n'a jamais vu le jour, le char du futur, c'est pareil. Est-ce que la Pologne ne montre pas en réalité qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur de nos frontières si on veut finalement affronter les menaces de demain? C'est un peu la logique qui a prévalu jusqu'ici, c'est-à-dire que, comme vous le dites, par exemple, si la France, qui ne produit plus de chars Leclerc, devait redémarrer ses chaînes de production, il nous faudrait des années et ce serait un gouffre financier. Donc, solution pragmatique, ils achètent sur étagère, comme on dit, à l'étranger. Après, notamment à la Corée du Sud, on voit d'ailleurs les chars Borsuk. Et il y a aussi, par exemple, les chars K2 qui sont copiés en réalité sur le char Leclerc français. Mais les Polonais, en réfléchissant à plus long terme, il y a un début d'inflexion
et de rapprochement avec la France. C'était encore manifeste quand j'en ai parlé là-bas le mois dernier. Ils se disent qu'à court terme, il y a une urgence et tant pis, achetons à l'étranger au cas où il faut se battre dans les 5 ans. Mais à plus long terme, ils se rendent compte que les Américains, par exemple, n'offrent pas une garantie de sécurité ad vitam aeternam. Et il y a aussi une acceptation de plus en plus grande du discours français d'autonomie stratégique, d'indépendance industrielle. Pourquoi ? Parce que ce qui bloquait jusqu'ici dans le discours français, qui le rendait moins audible chez les pays d'Europe centrale et orientale, c'était l'idée, par exemple, que Paris avait cherché encore, on se souvient au début de la guerre, à apaiser Vladimir Poutine. Les Polonais gardaient en mémoire l'idée que les Français avaient sous-estimé la menace russe. Maintenant que la France a durci ses positions, qu'on en est à parler d'éventuels envois de troupes en Ukraine, les Polonais se disent « D'accord, les Français nous prennent un peu plus au sérieux, ils nous comprennent un peu plus, on peut faire un pas vers leur direction ». Question pour moi, il y a 2 pays qui ont bien subi l'Union soviétique, c'est la Pologne et la Hongrie. Ouais. 2 positions totalement différentes aujourd'hui à l'égard effectivement de Moscou et de Vladimir Poutine. Comment explique-t-on, et quel que soit d'ailleurs le gouvernement, puisque conservateurs polonais et Orban s'entendaient très bien, changement de gouvernement, donc on peut se dire sur des sujets de société vis-à-vis de l'Europe, c'est effectivement différent, mais vis-à-vis de la Russie, c'est effectivement des positions qui sont opposées. Comment on l'explique ? Pour la Hongrie, il y a d'abord l'aspect civilisationnel, entre guillemets. Il y a l'idée que là où l'URSS s'incarnait hier, le communisme qui voulait détruire les racines chrétiennes et ancestrales de l'Europe, ça c'était le discours d'Orban, il y a l'idée qu'aujourd'hui c'est la Russie qui est le seul bastion des valeurs traditionnelles. Donc il y a cette parenté idéologique. Et il y a aussi le traumatisme de 1956, des chars dans Budapest, là où les Polonais se souviennent plutôt d'une humiliation à venger et d'un plus jamais ça qu'il faut dissuader, c'est la menace russe. Le plus jamais ça, en Hongrie, est un peu différent. On est davantage dans l'idée qu'il faut éviter une guerre à tout prix. Et c'est ce qui marche dans le discours de Viktor Orban, même s'il est aujourd'hui en perte de vitesse. C'est quand Orban dit à la population hongroise « si on provoque la Russie, si on étend l'OTAN, si on soutient trop l'Ukraine, on se prendra de nouveau des bombes chez nous ». Eh bien ça marche, alors qu'évidemment en Pologne, ceux qui disent il faut apaiser la Russie se font traiter de traîtres, de planqués et de tout ce que vous voulez. Autre question, Général Chauvency, pour moi également, est-ce qu'il n'y a pas le risque justement avec le changement de présidence aux États-Unis et Donald Trump qui arrive le 20 janvier, que la guerre se termine entre l'Ukraine et la Russie et que la Pologne se retrouve avec 1500 chars d'assaut, des obusiers à ne pas quoi savoir en faire? Déjà, les chiffres annoncés et, je dirais, achetés ne sont pas très crédibles dans la durée en termes budgétaires. Donc déjà, c'est un premier point. 2, beaucoup de ces matériels aussi vont nécessiter des ressources humaines que pour l'instant on ne voit pas. Ensuite, le projet, et il y a une déclaration qui a été faite il y a quelques mois du côté polonais en disant que la menace russe serait très forte en 2028, qui correspond à l'ensemble de ce qui est mis en place en termes d'armement, en termes de défense sur le terrain. Et donc finalement, il y a d'abord souveraineté et protection de ses propres frontières. Maintenant, l'affaire de Trump. Oui, mais Trump, s'il peut vendre des armes comme il l'a fait dans d'autres pays quand il était aux affaires, il n'y a aucun problème. La Pologne sera réceptive. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche concernant une ouverture de la Pologne vers l'Union européenne, parce que pour l'instant, oui, ils ont peut-être dit ça dans un colloque, mais qu'on ne le voit pas dans les différents retours, je dirais, informationnels que nous avons. Pour l'instant, c'est quand même 1, j'achète à l'étranger, 2, j'achète aux Américains en tant que possible. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une base importante, au moins une, défense solaire en Pologne. Et puis, il y a quand même un fort attachement entre la Pologne et les États-Unis. Maintenant, il y a eu un changement de gouvernement. Il y a un changement de gouvernement. Le PiS, avec justement le gouvernement précédent, était très pro-américain. Aujourd'hui, on a Tusk qui est très pro-européen, ce qui expliquerait le changement de discours. Maintenant, je serais intéressé pour savoir si, dans les faits, ce rapprochement avec l'industrie d'armement européenne se fait, parce que pour l'instant, il n'y a aucune trace, et je ne vois pas ce qu'ils pourraient acheter de plus par rapport à ce qu'ils ont déjà acheté. En tout cas, le mois dernier, on le voit sur ces images, il y a une base américaine qui a été inaugurée, justement, une nouvelle base de lancement de missiles. Donc, inaugurée, ça montre bien encore l'amitié. C'est le système Aegis. Un système Aegis, c'est pour intercepter notamment les missiles justement balistiques. Ça fait partie d'un système extrêmement important, extrêmement coûteux d'ailleurs. Donc la Pologne effectivement est en première ligne aujourd'hui, sans aucun doute. Maintenant, je ne pense pas que Trump se désintéressera dès lors qu'il y aura des marchés à se faire. Et puis, je ne crois pas à la persistance dans le temps de la volonté de réarmement de la Pologne, parce qu'il y aura des effectifs, des problèmes
problème budgétaire. Et d'ailleurs, Tusk a déjà laissé entendre que de 4,6, on va peut-être passer plutôt à 3,8 du PIB dédié à la défense. Voilà. Non, simplement pour répondre un petit peu ou une observation sur la question que posait Arlette, la différence fondamentale entre la Hongrie et la Pologne sur ces enjeux-là. Bon, il y a aussi de la réelle politique. Hein. La Hongrie, elle se gorge de gaz russe pour soutenir son économie, comme la Slovaquie par ailleurs. Ça, c'est un point évidemment à prendre en compte. Tout comme l'Allemagne également. La question que j'aimerais vous poser à l'un et l'autre, c'est la différence, c'est que la Pologne, elle prend la présidence de l'Union européenne à partir de maintenant. Et qu'en mars prochain, l'Union européenne, justement, la Commission, elle doit éditer un livre blanc sur la défense en termes d'objectifs et de financement. On sait que la Pologne, c'est une locomotive du point de vue des enjeux en termes de sécurité militaire. Est-ce qu'elle aura son mot à dire sur la rédaction de ce livre blanc qui orientera la politique de défense européenne? Il aura plus son mot à dire. Alors déjà, les questions d'autonomie stratégique et de rapprochement avec les questions françaises, ce n'est pas justement que dans des colloques. Je prends par exemple le nouveau ministre des Affaires étrangères, monsieur Radislav Sikorski. Lui-même, ça a été le... ça sort la sulfateuse sur le plateau, on parle de... C'est une débat, tant mieux qu'il y en ait, mais... Je propose qu'on continue derrière cette discussion en polonais, tout simplement. Non, mais parce que c'est très rare. Ça fait très peu de temps, en réalité, qu'on s'intéresse à ce que disent les Polonais. Une preuve que ça fait peu de temps qu'on s'intéresse à ce qu'il dit, c'est quand en 2007, le Premier ministre de l'époque, qui était du parti de droite nationaliste PiS, Jarosław Kaczynski, avait proposé, en 2006-2007, une armée européenne. Lui avait proposé ça. Et à l'époque, les Français s'en foutaient complètement, se disaient la Pologne, ça n'intéresse pas grand monde, c'est un pays qui est obsédé par la menace russe imaginaire qui n'existera plus jamais. Bon, c'était il y a maintenant 15 ans que les Polonais parlaient d'armée européenne. Quand l'an dernier, le ministre des Affaires étrangères polonais, donc M. Sikorski, soutient officiellement la proposition de Thierry Breton de 100 milliards d'euros pour l'industrie de défense européenne, ça c'est un pas de géant dans le rapprochement fait de la position française. Et enfin, sur la présidence polonaise de l'Union européenne, enfin du Conseil de l'Union européenne, dans les priorités qui sont évoquées, on voit là encore un rapprochement avec les positions françaises en matière d'autonomie stratégique. La nuance qu'on peut faire, c'est que les Polonais, eux, parlent d'autonomie stratégique dite ouverte, c'est-à-dire que pour eux, on ne coupera jamais le cordon avec les États-Unis. Et c'est là où la France aussi fait un rapprochement, pour terminer là-dessus. Quand nous, on se met de plus en plus, par exemple au ministère des Armées, les gens parlent désormais du pilier européen de l'OTAN, c'est une convergence avec les Polonais. Mais c'est précisément ça l'intérêt, c'est peut-être de déminer les tensions éventuelles entre l'administration Trump et l'Union européenne. C'est le trait d'union, en fait, la Pologne. Ouais. Le trait d'union ou le trait de retard pour la France, si je puis me permettre. On peut le voir aussi comme ça, Aurélien Duchesne ? Il y a eu un peu de ça. Par exemple, c'est vrai qu'en 2016, quand la Pologne, avec le nouveau gouvernement à l'époque du PiS, avait déchiré un contrat passé avec la France pour des hélicoptères Caracal, là, évidemment, on pouvait accuser les Polonais de retarder les efforts faits pour une défense commune européenne. Cela dit, la convergence que j'évoquais de plus en plus grande entre les Français et les Polonais, elle tient aussi à autre chose. C'est que la France a compris, enfin, le président français surtout a compris en 2022 qu'on s'était beaucoup isolé de notre volonté de ne pas provoquer la Russie en disant que c'était une menace exagérée. Quand cette menace s'est concrétisée, on s'est isolé en voulant modérer Poutine alors que c'était trop tard. Eh bien aujourd'hui, les pays d'Europe centrale et orientale, encore une fois, quand vous allez là-bas, que vous parlez des experts, ils vous disent « ça faisait 20 ans que vous n'attendiez la France, 20 ans que vous n'avez pas pris au sérieux, aujourd'hui on sent un changement et l'Europe de la défense, vous ne la ferez pas sans nous ». Bon, pour vous mettre tous les deux d'accord, la Pologne, pays à suivre, là vous êtes tous les deux d'accord ? Réponse, parce que c'est une question à deux, pas un, non, c'est un détail. Voilà. Bon, d'abord, je ne sais pas s'il n'y a pas de contradiction avec la boussole stratégique qui a été diffusée en mars 2022, parce que quand on la lit, effectivement, elle est tellement nulle dans ces approches qu'effectivement la défense de l'Europe n'était pas prête à être abordée par l'Union européenne. Alors je ne sais pas si la Commission va faire mieux. Moi j'aurais plutôt une inquiétude. Alors, rien à voir avec les Français et les Polonais. Je dirais simplement que du côté de ce nouveau document, est-ce que c'est pas la Commission qui met la main sur la défense de l'Europe alors que c'était pas dans ses prérogatives? Et là il y a vraiment une inquiétude à avoir parce que pour l'instant qui pilote la Commission européenne il me semble bien que c'est l'Allemagne si je ne me trompe pas. Donc on est aussi n'isolons pas finalement le problème franco-polonais du reste. Et je pense qu'il y a des appétits allemands, et quand on voit toutes les déclarations d'Olaf Scholz et éventuellement ses successeurs, quand on voit la mainmise de l'Allemagne sur l'Union européenne, sans vouloir faire une phobie sur l'Allemagne, on voit quand même que là, les Allemands sont en train de prendre la main, et que les Français, effectivement, ont des difficultés à se faire entendre, parce que malgré les apparences, les Polonais et les Allemands s'entendent assez bien, à la date d'aujourd'hui. Puis d'un autre côté, c'est bien pour les Allemands, c'est les Polonais qui subiront la guerre les premiers. Voilà, donc c'est évite de s'engager de trop. Mais néanmoins, la réalité, elle est là. Donc maintenant
maintenant, pour venir à la France et la Pologne, je ne suis pas certain que la France a forcément négligé les Polonais, mais la Pologne n'était pas très crédible. Moi, j'étais dans l'OTAN, j'y suis allé voir les Polonais sur le champ de bataille, d'entraînement, ils n'étaient pas vraiment à la hauteur. Ce qui les a stimulés, c'est effectivement l'armée américaine, l'engagement en Irak, ne l'oublions pas, qui les a aguerris. Et là, ils ont fait un petit investissement. Mais on en revient toujours là. Il n'y a que la menace russe qui peut leur susciter quelque chose. Et puis, revenons à l'histoire. Rappelons-nous quand même que la France était engagée en 1939-1940 à protéger la Pologne contre l'Union soviétique et contre l'Allemagne, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Donc je comprends que les Polonais aient envie de se protéger tout seuls. Merci infiniment, Général Chevrenchy. Merci Aurélien Duchesne. Je rappelle votre note, donc chargée d'études à Eurocréative. Et votre livre, donc La Russie de Poutine contre l'Occident, à lire aux éditions d'Erol. J'invite à vous écouter, Général Chevrenchy, sur LCI, évidemment, puisque vous êtes invité régulier de la chaîne. Merci infiniment. Consultant sur LCI. Merci infiniment.